Vol Paris-Ankara, capitale de la Turquie, 4h45 de vol. La France ayant 2 heures d'avance sur le soleil en été, à notre arrivée en Turquie, il n'y aura pas de décalage horaire. La Turquie, l'unique pays installé à cheval sur 2 continents, 3% en Europe et 97% en Asie. Les détroits du Bosphore et des Dardanelles séparent les 2 continents. Avec 780 000 km², la Turquie est grande comme près d'une fois et demie la France. Elle est bordée par la mer Noire au nord, la mer Égée à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. La Turquie est frontalière avec 7 pays, la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. La Turquie comptait 58 millions d'habitants en l'année 1993. Voici notre circuit. Arrivée à Ankara, capitale de la Turquie, et transfert en minibus pour un raid pédestre associant 2 randonnées de difficulté progressive, dans 2 massifs différents, la Cappadoce et le massif du Taurus. Puis, vol pour Istanbul pour la visite de ses plus beaux sites. Sous le paysage nu de la Cappadoce se dissimule un sol essentiellement fertile, qui est en fait la première région agricole de la Turquie. La Cappadoce a un des spectacles les plus étranges du monde. L'histoire de la Cappadoce commence avec celle de 2 volcans entrés en éruption il y a des milliers d'années, qui vomirent sur toute la région leur lave bouillante mêlée de cendres. En séchant, cette croûte se transforma en une roche tendre et poreuse. Le vent, le sable, l'eau accomplirent leur office d'éroder, de sculpter et de tordre ces pierres en des formes fantastiques. En fond de vallée, des champignons encapuchonnés semblent avoir été créés par une divinité quelque peu malicieuse. Au fond, une charrette que l'on rencontre souvent sur les chemins. Elle est décorée de fresques peintes de chaque côté. Cet homme emmène et ramène ses femmes au travail des champs. Les cheminées de fées sont également le fruit des éruptions volcaniques. De siècle en siècle, la lave durcie a été modelée par l'eau, le vent ou les tremblements de terre. Il ne reste plus que les pinacles coiffés de leurs capuchons. Nous prenons la vallée dite des pigeons, Vasilder de son vrai nom turc. Pause bien méritée pour notre groupe. Au loin, le piton rocheux du Chissar et ses paysages fantastiques qui semblent avoir été façonnés par des décors de films. Toujours la vallée de Valder, où le paysage change à chaque instant. Notre groupe, avec en son centre Thierry, votre serviteur. Nous empruntons les oueds, les tunnels, l'église rupestre creusée à même la roche, que l'UNESCO est en train de sauvegarder. Les sanctuaires possèdent de splendides fresques byzantines, fort bien conservées. La vallée de Gemilder. Le sol fertile de ces vallées permet de riches cultures. Saint Paul avait considéré Agorem comme le lieu le plus convenable pour y instruire des missionnaires. L'intérêt des églises taillées dans la roche vient autant de l'originalité de leur construction que les fresques ou peintures murales. Monastère de Gorem,
La plupart des fresques de l'époque sont restées intactes, sauf pour certaines d'entre elles qui sont partiellement déchirées et usées par le temps. Avec l'avancée des armées arabes, la population byzantine de Berinkoua vint s'établir à Gorem. Dans ces rochers, églises et habitations troglodytes furent creusées. Dans l'église cachée, votre serviteur Thierry. Fresque d'une église à Gorem, qui entre le 6e et le 7e siècle fut un des plus grands centres du christianisme. Il y a environ 400 églises. Beauté de la Cappadoce. Paysage féerique que la nature nous offre, comme ici, la vallée de Meskendir. Dans la vallée de Glounder, des champignons encapuchonnés. L'homme creusait sa maison dans celle-ci afin d'avoir la fraîcheur l'été et se protéger du froid l'hiver. Paysage typique de la Cappadoce, une région féerique. Village de Cavuzin. Des écoliers. Chaque élève porte un uniforme bleu ou noir, selon l'école. Les riches sont assis au même rang que les pauvres. Au centre, falaise troglodyte de Cavuzin, dont une basilique Saint-Jean-Baptiste du XVIe siècle. Fleur jaune de la Cappadoce. Nous pénétrons dans un canyon. La nature a transformé cette région en site fabuleux. Formation géologique inoubliable. À gauche, travail de la terre par ces femmes. Un caravansérail du XIIe siècle, où les caravanes, chameaux, chevaux, mules s'arrêtaient pour y trouver abri et nourriture, ainsi que leurs maîtres, sur la route de la soie. La Turquie est la plaque charnière entre l'Asie et l'Europe. Un groupe d'enfants. Le fleuve rouge, le Kızılırmak. Au fond à gauche, un des volcans qui a fait naître la Cappadoce lorsqu'il entra en éruption. Culture. En Anatolie, au VIe siècle, les habitants se sont construits des villes entièrement souterraines pour échapper aux invasions de Perses et des Arabes. Ces villes peuvent avoir jusqu'à 11 étages, voire plus. Ici, 7 étages. L'aération est assurée par de hautes cheminées verticales, souvent prolongées par un puits, réserve inépuisable d'eau fraîche. Ces villes révèlent une importante organisation technique. La nourriture suffisante pour 6 mois était stockée dans de vastes dépôts. Rien ne manquait à la vie quotidienne. Cuisine, église, dortoir, écurie, pressoir, cimetière. On peut remarquer l'importance du système de sécurité régi par un jeu de tunnels joignant plusieurs cités souterraines des environs, qui peuvent être obstruées par d'énormes meules. Meules appelées portes de pierre, plus dures que le tuf, et que l'on actionnait uniquement de l'intérieur.
Après un transfert en minibus, départ pour les monts Taurus, par les gorges du December, 1575 mètres d'altitude. Le changement est brusque. Arrivé à notre camp à Tecpinari, 2400 mètres d'altitude, où nos muletiers ont déjà monté notre tente messe pour dîner. À nous de monter nos tentes sur ces espaces restreints à cause de la surface du sol. Le lendemain, nous partons dans la vallée sauvage de Cuzet pour le lac sans fond. Fleurs des monts Taurus. Monté par la vallée sauvage de Cuzet. Le lac d'Ibzisgol, lac sans fond, à 2900 mètres d'altitude. Une baignade était prévue, mais il fait trop froid. Descente par les névés, où la partie de rire est de la partie. Retour à notre camp de base à Tecpinari. Nous voilà rassemblés dans la tente messe où se fera le dîner. Le lendemain, chargement des mules pour notre départ. Les mules entament la descente. Descente par la vallée de Kazamik. Plus bas, rencontre. Gorge d'Imlil, où se trouve un camp de nomades qui vivent de leurs moutons et de leurs chèvres. Traite des moutons. Campement de nomades qui est installé pour l'été. L'hiver, ils redescendent plus bas dans leur village. Au fond, vue sur le col Selibrak Daran, 3400 mètres d'altitude que nous passerons demain. Vue du mont Guzler, 3460 mètres d'altitude. Les seuls à avoir gravi le mont Guzler, Thierry, votre serviteur, Olivier et notre guide Adam. Montée au col Selibrak Daran. Notre campement au pied du col Selibrak Daran. Descente dans cette forêt de cèdres. Village nomade de Kapisbazi à 1000 mètres d'altitude. Leur maison. Nous sommes invités à partager le thé avec cette famille turque qui nous raconte la vie dans son village. Poursuite de notre randonnée en découvrant les villages voisins. Vie journalière pour ces femmes. Une partie des gens du village court vers nous et pose pour la photo. Plus loin, maman et sa petite fille blonde. Après un vol pour Istanbul, nous retrouvons le Bosphore, séparant cette ville en deux. Le musée Sainte-Sophie est une ancienne église chrétienne de Constantinople du VIe siècle, devenue une mosquée au XVe siècle sous l'impulsion du sultan Mehmed II. Elle est édifiée sur la péninsule historique d'Istanbul.
Depuis 1934, elle n'est plus un lieu de culte, mais un musée. En érigeant cette mosquée, le sultan Ahmed Ier, 1603-1617, la mosquée bleue fut la seconde mosquée au monde, après celle de la Mecque, à posséder 6 minarets. Cette caractéristique obligea même de construire un autre minaret à la mosquée de la Mecque, afin de demeurer l'unique mosquée ayant le plus de minarets. Fin de notre voyage en Turquie. Départ de Paris pour Amman, capitale de la Jordanie. 4h25 de vol et plus de 2 heures de décalage horaire. Carrefour du Moyen-Orient, la Jordanie est limitrophe de la Syrie au nord, de l'Irak au nord-est, de l'Israël et de la Cisjordanie à l'ouest. Géologiquement, la Jordanie est le point de jonction des grandes plaques continentales de l'Eurasie, de l'Afrique et de l'Inde. D'où la fracture la Rift Valley, que l'on peut observer comme celle du golfe d'Aqaba s'ouvrant sur la mer Rouge, ou cette curiosité qu'est la mer Morte, à environ moins 400 mètres sous le niveau de la mer. La Jordanie couvre 91 840 km², soit la surface du Portugal. Le désert occupe plus de 80% du territoire, pour une population d'environ 6,3 millions d'habitants en l'année 1999. Nous découvrirons Petra, le plus beau site du Proche-Orient, et le Wadi Rum, double merveille naturelle et architecturale. 2 chemins, l'un pour les chevaux, l'autre pour les marcheurs, nous conduisent au site de Petra. Petra, la cité rose du désert, aujourd'hui mondialement reconnue et protégée par l'UNESCO. Petra, site de Nabatéens, riches commerçants et caravaniers transportant les épices et les aromates venant d'Arabie pour Rome, sur le dos de laquelle ils firent leur fortune. En janvier 2003, les Bédouins et les chevaux sont à la recherche de touristes qui remplacent le commerce de la myrte, de l'encens et des épices. Avant l'amorce du défilé d'accès appelé le Sikh, défilé étroit, nous découvrons le tombeau aux Obélix, 4 pyramides qui lui ont valu son nom. Probable sépulture d'une grande famille nabatéenne. Les Nabatéens n'étant pas des bâtisseurs, ils sculptèrent dans les falaises leurs temples, sépultures, théâtres, dans un style intermédiaire. Perdue en plein désert, Petra n'est accessible que par le défilé appelé Sikh. Sur les parois rocheuses, vous remarquerez la trace de la canalisation qui recueilla les eaux du Wadi, cours d'eau, pour les amener vers la ville de Petra. Nous pénétrons entre 2 murailles de 100 mètres de hauteur, rarement touchées par les rayons du soleil. L'étroitesse du Sikh n'est certainement pas étrangère au fait que la fabuleuse cité morte ne fut découverte qu'en 1812. Là où le Sikh devient plus large, devaient se trouver des aires de campement pour les caravanes. Un petit tombeau nabatéen, plus on avance dans cette sombre gorge, plus les hautes parois rocheuses se rapprochent avant de laisser voir le fameux El Kaznesh. La légende veut qu'El Kaznesh abrite le trésor d'un pharaon d'Égypte. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Mais tout ce qui entoure El Kaznesh est entouré de mystères. Sa fonction, temple ou mausolée, l'auteur,
La date, quelques chercheurs estiment qu'il remonte à -84, -56 ans avant Jésus-Christ. Ce colossal tombeau royal de 28 mètres de large sur 40 mètres de hauteur est encore plus beau au petit matin. Le soleil révèle alors toutes les nuances de grès dans laquelle le monument est taillé. Les Bédouins qui vivent encore aujourd'hui dans la région de Petra se considèrent les héritiers des Nabatéens. C'est parmi eux que sont recrutés les gardiens et qui gardent la zone archéologique de l'ancienne capitale. Il n'y a que des dromadaires en Jordanie, avec une seule bosse. Les dromadaires ne caravanent plus la myrte et l'encens, mais promènent les touristes. Façade rupestre de la nécropole du théâtre. Grès de Petra, striure naturelle des falaises, décoration chromatique naturelle d'un grès friable, aux teintes chaudes et nuancées. Dromadaire en attente de clients. Au fond, l'amphithéâtre de Petra est le seul théâtre sculpté au monde. Assez bien conservé, il fut creusé par les Nabatéens au début de l'ère chrétienne. Il pouvait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Ce dernier a été restauré et agrandi par les Romains. Quand ils ont agrandi le théâtre, ils ont dû casser des tombeaux sur la falaise. La ville, proprement dite aujourd'hui, pratiquement démolie par des séismes, occupe un amphithéâtre naturel blotti entre de hautes parois dans lesquelles les Nabatéens ont creusé des sépultures et des habitations rupestres. Un des nombreux temples taillés dans la roche. Tombeaux et sanctuaires plus simples. Leur réalisation dépendait de la richesse des gens. Les Bédouins, grands coureurs du désert, furent les premiers habitants de ces lieux. Ils campaient dans les tombeaux souterrains ou sur les crêtes venteuses, dressant alors leurs grandes tentes de laine noire. Aujourd'hui, ce mode de vie ancestral leur est interdit à Petra, pour des raisons de sauvegarde du site. Le roi Hussein incite les Bédouins à se désentariser dans ce village construit à cet effet, Little Petra. Nous quittons Petra et entrons dans la montagne la plus élevée de la région. Au fond, l'État d'Israël. Isolé en dehors de l'enceinte de la ville, le Der est le plus subjectif des 800 monuments de Petra. El Der est un temple certainement érigé dans la seconde moitié du 1er siècle. Si son style présente certaines analogies avec El Kaznesh, il est plus massif et plus austère. Ils sont partout dans cette montagne en apparence vide. Ici, une famille de Bédouins se regroupant auprès d'un feu de bois. Les Bédouins viennent au petit jour exercer à Petra les 1000 métiers du désert touristique. Nous descendons dans les gorges entre des falaises déchiquetées et tourmentées. Le tombeau au fronton coupé nous apparaît. Un caprier, sans fruit, habitation troglodyte des Nabatéens. La rue à colonnade qui traversait tout le centre de la ville. Bédouins à la recherche de clients.
En cette fin 2002, début 2003, le pourparler de guerre entre les États-Unis et l'Irak fait peur aux touristes. Votre humble serviteur coiffé du kieffé pose à côté d'un bédouin. À côté du site de Petra, tente bédouine dont la toile est en poil de chèvre, car l'eau glisse dessus. Enfant rencontré près de Petra à la recherche de bois. Tante bédouine et troupeau de chèvres à la recherche d'herbe. Enfant venu nous voir. Dernier paysage de Petra. Rendez-vous à l'office du tourisme du Wadi Rum. 4 heures de bus depuis le site de Petra pour payer notre droit d'entrée dans ce site. Le Wadi Rum est aujourd'hui une réserve naturelle. Nous partons à la rencontre de ce site. On laisse derrière nous le plus haut massif de Jordanie, avec le Djebel Rum, à 1754 mètres d'altitude. Notre groupe au repos, pendant que les guides préparent notre progression le long de la falaise. L'encordement est nécessaire. Falaise érodée. Progression dans ce canyon. Passage délicat. L'usage des mains et des pieds sont nécessaires. En bas, de l'eau est prête à nous accueillir. La première dune de sable. Elles ne sont que 3 dans le Wadi Rum. Passage de roches et de sable. Montagne d'El Barnache en forme de pyramide. Paysage du désert. Ce soir, veillez autour d'un feu de camp. Le bédouin psalmodie accompagné de son insar, un des ancêtres du violon. Notre guide prend son luth et nous entonne des mélodies bédouines. Au petit déjeuner, thé ou café, accompagné de galettes réchauffées sur la braise. Le soir, bivouac ou nuit sous la tente. La température des nuits en hiver est d'environ 4 degrés. Dans la journée, 18 degrés environ. Des pics de grès dominent les sables du Wadi Rum. Dans ce désert pourpre, un peu de végétation surprend le voyageur. Paysage féerique où le randonneur goûte l'authentique poésie du désert. Les tribus bédouines entretiennent leurs traditions avec leurs tentes nomades. Quelques inscriptions griffonnées sur ces surfaces de grès tendre par des générations de nomades à l'époque comprise entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Nous montons à l'assaut d'une dune. Du haut de cette dune, un paysage magnifique s'offre à nous. Peu après, nous descendons et marchons sur le sable de la vallée, entre les hautes murailles rocheuses du Wadi Rum.
nous randonnons à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Wadi Rum est aussi le symbole de l'indépendance nationale jordanienne. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes commandées par le célèbre Lavrence d'Arabie ont planté ici leurs tentes. Les restes de la maison de Lavrence d'Arabie. Actuellement, le Wadi Rum est une réserve naturelle protégée, où l'on ne peut qu'entrer qu'accompagné de guides. Les randonnées sont organisées par des membres de la tribu bédouine de la région. Ici, nous voyons 2 guides chameliers accompagnant leurs touristes. La piste du Wadi Rum évoque 1000 récits aux confins de la légende. C'est là que passa la reine de Saba, qui, selon la Bible et le Coran, se rendit à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon, environ 950 ans avant Jésus-Christ. Notre guide bédouin porte le kéfier rouge et blanc, coiffe traditionnelle chez les Bédouins. Pour votre information, les carreaux noirs et blancs signalent l'origine palestinienne. Pause déjeuner, surtout à base de légumes venant de la vallée du Jourdain, et comme viande, du poulet. Et nous reprenons notre circuit. La nature a modelé les rochers du Wadi Rum. Nous grimpons sur le massif du Burda. Vue panoramique pendant la montée. Nous découvrons alors un univers minéral. Thierry, votre serviteur, coiffé du kieffier. Sophie, notre guide à Libère, nous aide pour ce passage. Maintenant, nous escaladons la falaise. Après 3 heures de montée sur le massif du Burda et à 1560 mètres d'altitude, le Rock Bridge, une arche naturelle, superbe curiosité géologique. D'en bas, l'arche n'est pas du tout impressionnante. Inutile de dire qu'on change d'avis une fois dessus. Vertige. Bien que la roche et la couleur ocre prédominent, on voit ça et là affleurer une touche de vert. Une fleur du désert. Ici, des bergers bédouins en quête de pâturage dans l'immensité du Wadi Rum. Troupeau de chèvres. Le dromadaire pose pour la photo. Sur le chemin du retour, paysage recouvert de jacinthe du désert. La jacinthe est originaire du Moyen-Orient. Au premier plan, l'Amada salicorne. Derrière, les jacinthes du désert. Bulbe de jacinthe dont on cultive une espèce de l'Asie mineure pour ses fleurs en grappes ornementales. Les roches sont les véritables protagonistes du désert jordanien. Bien que la roche et la couleur ocre prédominent, on voit ça et là affleurer une touche de vert. Terrier de Gaverne,
sorte de petits rats. Le sable, ponctué de massifs rocheux. Fin de notre voyage en Jordanie.